Oui, Hélène, merci de t'être rendue disponible pour ton intervention dans le cadre de notre cours Introduction à la sociologie autochtone. Donc, en fait, euh, on te reçoit pour le bloc thématique Relations politiques entre Autochtones et l'État et tu vas nous introduire en fait au concept de base entre revendication et négociation pour mieux comprendre la lutte des Pequot-Mi'kmaq pour leurs droits territoriaux. Donc, Tnishkometon, déjà d'être là avec nous et je te laisserai la parole dès maintenant. Tu peux partager ton écran et j'aime toujours que les personnes, comme tu sais, se présentent, surtout avec ton bagage. Présente-toi. Donc, voilà, je te laisse la parole. OK. Ben moi, je suis membre de la Première Nation des Pequot-Inuits. Je travaille dans ma communauté d'origine depuis plus de 25 ans maintenant, entre autres dans ce qu'on appelle la démarche de négociation territoriale globale, démarche qui a pour but d'arriver à un traité pour régler la question notamment de nos droits territoriaux, y compris notre droit à l'autodétermination. Je suis représentante de ma Première Nation à ce qu'on appelle la table de négociation tripartite qui regroupe ma Première Nation. On a heureusement 2 autres Premières Nations avec nous qui sont aussi qui appartiennent à la nation Innu. On a Isipit sur la côte nord et Nutaquan. Natashquan. Je suis aussi présidente de la commission Tepel-Métichun. Tepel-Métichun qui veut dire se gouverner soi-même. C'est une démarche que notre Première Nation a entreprise sous l'ancien règne de l'ancien Conseil des élus, parce que nous, on a un nouveau Conseil des élus depuis le mois d'août. Et dans le cadre de l'ancien mandat politique du Conseil des élus de ma Première Nation, l'adoption d'une constitution par l'ensemble de notre Première Nation a été identifiée comme priorité. Alors, je suis présidente de la commission qui est chargée de consulter la Première Nation sur le contenu d'un projet de constitution et de le faire accepter par référendum. Alors, c'est ce que je fais. À côté de ça, il y a des choses que je fais aussi, comme par exemple la coordination des projets de recherche, mais maintenant, je suis, ça c'est tant qu'à vous parler de mon statut plus actuel, selon la vision de la communauté, parce que dans notre langue, dépendamment de l'âge qu'on a et de l'étape de vie où on est rendu, il y a des définitions qui y sont associées. Fait que moi, je suis déjà à l'étape là, d'être une aînée dans la communauté et de transmettre mes connaissances aux générations qui viennent. Alors, dans cette optique-là, je suis en train de déléguer tranquillement mes responsabilités à des plus jeunes pour qu'ils puissent prendre le flambeau. Alors, pendant un certain temps, je dirais 3 ans, ou peut-être plus, je me suis occupée de coordonner les projets de recherche qu'on reçoit de la part de différentes institutions. On est une communauté qui est très sollicitée. Là, on en reçoit de partout. Des projets de recherche. On dit projets de recherche. En fait, c'est des projets soit de maîtrise, de doctorat, des projets de post-doctorat aussi, qui nous sont soumis par les différentes universités. Alors, j'ai pendant quelques années coordonné les projets de recherche. Et là, je suis à l'étape de transmettre le flambeau à quelqu'un de plus jeune que moi. Je vous dirais, juste pour vous en parler, là, ça, c'est une autre dimension, mais sans aller dans le détail parce que ce n'est pas le but là, aujourd'hui. En moyenne, notre communauté, on reçoit une vingtaine de demandes de projets par année. C'est beaucoup. Fait que, une fois ça dit, maintenant, je vais concentrer mon énergie sur ma présentation. Bien, avant de commencer, c'est vrai, j'ai tendance à vouloir aller direct au but. Là. Je remercie Choukran de m'avoir invité et de me donner la chance aujourd'hui de partager non seulement mes connaissances, mais de partager mon expérience
Je considère que c'est très important et pour moi, je vous dirais que justement, pour une guerrière qui est impliquée depuis plus de 30 ans dans des dossiers comme je vous ai parlé là, de revendications territoriales, constitution, etc. Pour moi, là, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est ce qui me nourrit le plus de partager, d'échanger, puis de transmettre mes connaissances. Au moment où je suis dans ma vie présentement, là, c'est ça qui me fait du bien, puis que je trouve important de faire parce qu'on a encore d'énormes défis à relever comme Première Nation pour la reconnaissance, le respect et la prise en compte de nos droits. Malheureusement, c'est sans aller aujourd'hui, en 2021, même si on est dans un pays qu'on considère comme étant un pays où il y a la démocratie, où on prône les valeurs d'égalité, où est-ce que la discrimination, le racisme et tout ça sont considérés comme étant inacceptables. Reste qu'en 2021, les Premières Nations, c'est l'exemple que j'aime donner parce que chez nous, c'est les images qui parlent plus que les paroles. Dans notre société, si on prend une échelle de valeurs, le plus haut niveau de considération dans cette échelle de valeurs, c'est excusez l'expression, un homme blanc. Et le plus bas niveau de considération dans cette échelle de valeurs, c'est une femme autochtone. Et tantôt, je vais vous en dresser quelques portraits là, de la lutte aussi que les femmes autochtones doivent tenir pour, non seulement, je dirais que parmi les peuples autochtones, les femmes autochtones ont beaucoup plus que les autres groupes à faire respecter et à défendre leurs droits. Alors, je commence la présentation. Je vais mettre le plein écran maintenant pour que vous puissiez voir la présentation. Ça ne sera pas long. Alors, voilà pour ma présentation. Entre revendications et négociations, mieux comprendre la lutte des Pequawagami Inuits pour leurs droits territoriaux et leur droit à l'autodétermination. Premièrement, j'aimerais vous dire que nous, on essaie pas on essaie, mais on doit faire très attention aux mots qui sont utilisés. Puis ici, d'ailleurs, c'est Choukran là, qui m'a suggéré ce titre-là, puis que je trouve qui est très intéressant parce qu'elle a travaillé avec nous, puis elle travaille encore avec nous depuis quelques années, puis elle est en mesure de nous donner un point de vue qui, des fois, nous éclaire parce que nous, moi, je vous dirais, moi, là, je suis comme tout le temps comme ça, fait que d'avoir une opinion extérieure, ça nous aide à mieux opérer les dynamiques dans lesquelles on se retrouve. Fait que donc, première chose que j'aimerais vous dire, c'est que la différence entre négociation et revendication, parce qu'actuellement, la question de nos droits, que tantôt je vous mentionnais là, que j'étais représentante de ma Première Nation à la table de négociation territoriale globale, qu'on appelle, on négocie en vertu d'une politique fédérale, politique qui s'appelle politique des revendications. Et le mot revendication, ça signifie qu'on a abdiqué par rapport à nos droits, qu'on a perdu ces droits-là et qu'on est en train de travailler et de mettre en œuvre des actions pour les retrouver. Nous, à Mashtoyats et les autres Premières Nations aussi qui sont impliquées dans ce dossier-là, on utilise le terme négociation. On n'utilise pas le terme revendication comme il est exposé dans la politique fédérale, parce que nous, on considère que contrairement au terme revendication, on n'a jamais abdiqué et on n'a jamais abandonné, cédé nos droits. Ils existent toujours. Fait que donc, c'est déjà les choix, le choix des mots dans la lutte qu'on mène comme Première Nation, il est important. Et en même temps, ça nous situe par rapport au contexte
Parce que pour les gouvernements, et là, c'est ce que j'expose dans ma diapositive, on est actuellement, encore aujourd'hui, et c'est dénoncé par plusieurs groupes autochtones, on est dans une dynamique où même si on parle de droits qui n'ont jamais été cédés, abandonnés ou modulés à partir par exemple, la signature d'un traité, ces droits-là existent toujours. On est dans une dynamique où est-ce qu'au Canada, on est dans ce qu'on appelle la doctrine de la découverte, c'est-à-dire des termes en latin. C'est sûr, vous autres, les jeunes, le latin, ça vous parle moins, mais nous, les plus vieux, le latin, puis Choukran, comme linguiste, je suis sûre que le latin, ça lui parle beaucoup. On appelle le terme, on donne le terme de terra nullius, ça veut dire territoire sans maître. Ça veut dire que le Canada qu'on connaît aujourd'hui, OK, s'est formé à partir de cette doctrine-là. C'est-à-dire que la Constitution, et d'ailleurs, c'est ce que je vais exposer plus tard dans ma présentation, on est dans une dynamique où, dans la Constitution du Canada, on ne reconnaît que 2 peuples fondateurs. Et d'ailleurs, moi, je me plais à dire que c'est l'une des plus graves erreurs historiques de notre pays de ne reconnaître que 2 peuples fondateurs, comme si nous, les peuples autochtones, on n'avait pas contribué d'aucune façon à la construction et à la création de ce pays qui est le Canada qu'on connaît d'aujourd'hui. Donc, dans ma mise en contexte, la défense, la protection, l'affirmation et la reconnaissance des droits des Premières Nations, on parle de droits territoriaux, droits à l'autodétermination, constituent des enjeux majeurs et représentent des défis énormes pour les communautés. Puis je vais vous en parler plus en détail dans le cadre de ma présentation. Et au Canada, comme je le mentionnais, on est dans un système colonial. On ne se le cachera pas, c'est vraiment le cas. Et le colonialisme, il est perpétué non seulement dans notre système, mais dans les structures dans lesquelles on se retrouve. Parce que, je vais donner un exemple là, qui parle beaucoup, puis au-delà des structures puis du système, dans la Constitution du Canada, encore aujourd'hui, en 2021, les peuples autochtones et les terres qui leur sont réservées, c'est-à-dire les réserves indiennes, qu'on appelle les réserves autochtones, sont régies par une loi qui s'appelle la Loi sur les Indiens, qui découle de l'article 91-24 de la Constitution du Canada et qui stipule, en vertu de cet article-là, la responsabilité fiduciaire du gouvernement fédéral à l'égard des Indiens et des terres réservées aux Indiens. Ça, au-delà de ce que je viens de vous exposer, qu'est-ce que ça signifie dans la vraie vie? Bien, c'est justement, ça campe le système colonial dans lequel on est, où est-ce que ce qu'on a fait, si on résume, OK, c'est qu'on a, on a justifié par la création de lois le statut mineur au peuple autochtone, un statut qui est mineur encore aujourd'hui parce que disons-nous que la loi sur les Indiens fait de nous des citoyens qui n'auront jamais atteint 18 ans et qui vont avoir besoin de leur papa fédéral pour entériner et valider leurs décisions. Là, j'essaie de vulgariser le plus possible parce que des fois, de vous parler de ces dynamiques-là, ce n'est pas évident, là, mais en 2021, l'ensemble des peuples autochtones et des communautés autochtones au Canada sont régis par cette loi-là qui découle d'une responsabilité qui est enchâssée dans la Constitution du Canada. Maintenant, quand on parle des droits des peuples autochtones, et là, je vais essayer d'être de vulgariser le plus possible et de vous donner des exemples. Quand on parle des droits des peuples autochtones, de quels droits on parle?
Alors, on a ce qu'on appelle les droits ancestraux. OK? C'est des droits, c'est le niveau de spectre le plus faible des droits, parce que tantôt, je vais vous parler de la Cadillac, parce que nous, on emploie le terme Cadillac des droits, c'est-à-dire le plus haut niveau de droits à lesquels on peut faire référence. Il y a les droits ancestraux. Alors, de manière générale, lorsqu'on parle de droits ancestraux, on parle de droits de chasse, de pêche, de piégeage, de cueillette et des droits qui y sont accessoires, tels que le droit de se construire un camp, le droit de couper du bois de chauffage. Lorsqu'on parle des droits ancestraux et des droits qui sont relatifs aux peuples autochtones, on parle de droits collectifs. Ce ne sont pas des droits individuels. Et ici, j'aimerais vous parler de ce que ça signifie et des problématiques que ça pose dans une société comme aujourd'hui, où est-ce que c'est les droits individuels qui priment et qui ont préséance bien souvent sur les droits collectifs, sauf exception de la COVID, parce que là, je vous dirais que la pandémie a ramené certains pendules à l'heure par rapport à cette dimension-là, les droits collectifs par rapport aux droits individuels. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que ces droits-là, ancestraux, sont détenus par l'ensemble des Premières Nations. Ça veut dire comme nous, je prends l'exemple de Mashtoyats. OK, on est 8000 membres. Alors, c'est des droits qui appartiennent aux 8000 membres, collectivement et non individuellement. Et chez nous, actuellement, dans une dynamique où est-ce qu'on est de plus en plus dans les droits individuels, ça porte un défi parce que, veut pas, la vision de nos membres aussi, on doit continuellement rectifier les choses parce que ça arrive que des fois, les gens, la manière qu'ils pensent, ils parlent plus de droits individuels que de droits collectifs, sauf que dans la réalité, les droits ancestraux et le droit à l'autodétermination, le petit aborigène dont je vais vous parler tout à l'heure, sont des droits collectifs, ce ne sont pas des droits individuels. Ça veut dire que c'est des droits qui appartiennent à l'ensemble de la Première Nation. Je vais donner un exemple plus concret pour vous parler. Comme nous, il y a le 3/4 de nos membres qui sont de nouveaux membres et qui vivent partout. Il y en a même qui vivent à l'étranger. Alors, peu importe où nos membres se trouvent, ces membres-là ont des droits ancestraux sur un territoire qui est à définir. La définition, là, je vous donne une définition là, qui est puisée dans la jurisprudence, on ne se le dira pas, là, dans la jurisprudence canadienne, parce que c'est beaucoup la question des tribunaux, notamment la Cour suprême, qui a amené cette dimension-là de droits ancestraux. C'est intéressant de vous mentionner, en passant un petit aparté, que quand on parle de droits ancestraux, on parle de droits millénaires. Et c'est intéressant parce que le droit autochtone au Canada, OK, c'est un droit qui est considéré comme étant du droit nouveau. Parce que ça fait à peine une 50aine d'années où est-ce que les tribunaux ont eu à se pencher sur la question des droits des peuples autochtones au Canada. Alors, la définition des droits ancestraux, c'est des droits qui portent sur les pratiques, les traditions et les coutumes qui caractérisent la culture unique de chaque Première Nation et qui étaient exercées avant l'affirmation des Européens. Et dans notre jargon et dans notre dynamique actuellement, il y a quand on parle avant l'arrivée des Européens, il y a 2 dates importantes à considérer. Si vous vous rappelez de vos cours d'histoire, la première, c'est l'arrivée des Français, des gens qui venaient de la France. Et il y a la couronne britannique, l'arrivée des Anglais. Fait qu'il y a deux dates importantes à considérer quand on parle de l'arrivée des Européens. On parle de la France et à partir de 1600, aller jusqu'à 1650. Et après, à partir de 1760, on parle des Britanniques, alors qui étaient exercés avant l'arrivée des Européens. Il s'agit de droits que certains Autochtones au Canada détiennent parce qu'ils l'utilisent et occupent depuis des
depuis des temps immémoriaux ces terres selon leurs coutumes. Quand on parle de pratiques, traditions, coutumes, je vais essayer de vous donner quelques exemples parce que peut-être que pour vous, ça ne parle pas. Pratique, bien, on le sait, nous, les Inuits qui appartenons à la famille algonquienne, on est des chasseurs-cueilleurs. Donc, quand on parle de pratique, on parle de chasse, notamment ancestralement, l'espèce qui était prisée, c'est la chasse au caribou. OK? Les traditions, par exemple, ça peut faire référence aux échanges parce que chez nous, dans la société traditionnelle algonquienne, par exemple, l'économie était basée sur le principe du don et du contre-don. Fait que traditionnellement, nous, on n'était pas des sociétés capitalistes où est-ce que l'appât et l'accumulation des biens faisait partie de nos traditions. C'était plutôt on échange les biens pour qu'ils circulent selon le besoin et la volonté du moment. Puis les coutumes, comme par exemple, je vais vous parler de coutumes qui, chez nous, sont en train qui se pratiquent encore, comme par exemple la cérémonie des premiers pas, les makusham, les grands rassemblements. Parce traditionnellement, avant qu'on soit mis dans des réserves, entre guillemets, les Inuits et d'autres groupes algonquiens parcouraient et fréquentaient un vaste territoire basé sur des principes de parenté. Et la coutume, par exemple, voulait que, pour éviter, je vais donner un autre exemple, la consanguinité, une fille d'un bassin de rivière mariait un garçon d'un autre bassin de rivière pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de... Et les mariages étaient consacrés selon une coutume. Alors, quand on parle de coutume, c'est à ça qu'on fait référence. Alors, voilà pour la définition. Je vous dirais que ce que je vous amène là actuellement, là, vous savez, pour nous, les Premières Nations, ça représente un défi de documenter, puis de recueillir et d'identifier quelles étaient justement nos pratiques traditionnelles, nos traditions, nos coutumes, parce que nos sociétés, depuis la période de contact, ont vécu beaucoup, beaucoup de transformations. Fait que pour nous, là, exemple, je vais donner un exemple pour citer mon propos. Comme nous, traditionnellement, on faisait la broderie avec des piquants de porc-épic. On ne faisait pas de la broderie avec du fil. Comme là, aujourd'hui, on voit là, souvent dans l'artisanat qui est fait par les Premières Nations, beaucoup de motifs qui sont faits et de broderies. Bon, bien, traditionnellement, avant la période de contact, la broderie, elle ne se faisait pas avec le fil. Le fil, ça c'est venu à partir de la période de contact. Alors, fait que donc, il y a des pratiques, il y a des coutumes qui sont disparues, qui ne se pratiquent plus et qu'on a besoin, nous, de retrouver. Puis un exemple là, de pratique aussi, puis ça, je pense que ça va vous parler parce que c'est cet exemple-là, la plupart des gens la connaissent, ce qu'on appelle les powwows, OK, qu'on peut associer à nos grands rassemblements. C'était des coutumes qui étaient propres aux Premières Nations, mais les powwows, c'était pas comme évidemment comme aujourd'hui. L'idée, c'était de se réunir l'été à des sites bien précis de rassemblement pour célébrer ensemble là, le fait de se retrouver, le fait d'être ensemble, de célébrer les mariages, etc. Fait que donc, les powwows avaient cette connotation-là. Aujourd'hui, on peut dire que le powwow, ils ont une double connotation. Ils ont une connotation traditionnelle, mais ils ont une connotation contemporaine où est-ce que les gens de l'extérieur sont invités à venir célébrer avec nous. Les sources de droit, je vais vous en donner une. Puis là, comme je vous dis, j'essaie de vulgariser le plus possible. C'est le fait, elles viennent de nous. Premièrement, là, les droits que nous possédons
d'où ils viennent, d'où ils sont originaires, ces droits-là. Ils viennent de nous-mêmes, les Premières Nations, de par le fait, comme je mentionnais tantôt, qu'on n'a jamais été conquis. Dans notre cas, on n'a jamais signé de traité, contrairement à d'autres provinces canadiennes, dans d'autres provinces canadiennes où les Premières Nations ont signé des traités pour régler et déterminer la question de leurs droits. Alors, nous, au Québec et en Colombie-Britannique et au Labrador, ce sont des provinces canadiennes où il n'y a pas eu de traité numéroté et où est-ce que la question des droits territoriaux demeure entière. Alors, dans notre cas, la négociation est un moyen pour régler les questions des droits. Fait que dans notre cas, ces négociations-là sont en cours et l'objectif, c'est de reconnaître nos droits ancestraux et de les ainsi que notre titre aborigène et d'en décrire les effets et modalités dans un traité. Je vais expliquer un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Comme nous, par exemple, à Mashtoyats, on est investi dans une démarche de négociation de nos droits pour les régler depuis 43 ans. Donc, en signant un traité, on établit la façon dont ces droits-là vont se traduire. L'objectif étant de concilier les droits de chacune des parties, parce que, bon, la couronne fédérale a des droits, les provinces ont des droits, les Premières Nations ont des droits. Fait que donc, dans un traité, l'objectif et la finalité, c'est de concilier les droits de chacune des parties et de décrire les effets et modalités de ces droits-là. Je vais donner un exemple, parce que c'est sûr que pour vous autres, ça ne doit pas être évident. Tantôt, je vous ai parlé de droits de chasse et de pêche. Par exemple, dans un traité, ce que ça dit, c'est que dans les terres privées, des terres qui appartiennent à une personne, des terres privées, qui ne sont pas des terres publiques, OK, la pratique des activités traditionnelles va être soumise à l'autorisation du propriétaire. Ça veut dire que les activités traditionnelles ne peuvent pas se faire sans avoir reçu l'autorisation au préalable. C'en est un exemple de description des effets et modalités. Autre exemple, par exemple, dans une pourvoirie, où est-ce que la personne, elle, son activité économique, c'est de recevoir des clients pour la chasse, je donne un exemple, ou la pêche, bien, ça pourrait, un traité, ça pourrait, par exemple, exposer que pendant une certaine période, bien, la pratique des activités traditionnelles ne doivent pas se faire dans telle zone pour ne pas nuire, par exemple, aux pourvoiries, aux activités des pourvoiries. Donc, quand on parle de description des effets et modalités, c'est à ça qu'on fait référence. Et là-dessus, j'aimerais aussi vous dire que, parce que là, tantôt, je vous ai mentionné, on est 3 Premières Nations qui sont en négociation de traité. Les autres communautés Inuits ne sont pas impliquées et ont décidé de prendre d'autres moyens, malgré que la Basse-Côte-Nord sont aussi en négociation, mais à des étapes différentes. Mais je vous dirais que chez les Premières Nations et dans certains groupes, il y a une vision qui est la suivante. C'est que lorsqu'on définit les effets et modalités des droits, c'est comme si on les éteignait. C'est comme si on faisait en sorte d'éteindre ces droits-là. Puis, je vous ramène à la politique de revendication territoriale dont je vous ai parlé tantôt. Et en passant, cette politique-là, aujourd'hui, encore en 2021, si une Première Nation est en processus de négociation pour régler la question de ses droits, la politique fédérale vise toujours l'extinction, l'abandon ou la cession des droits. Ça veut dire que pour nous reconnaître des droits dont les effets et modalités sont décrits dans un traité, il faut auparavant passer par ce qu'on appelle une cession, un abandon des droits, malgré que nous, et je n'irai pas trop loin là-dedans parce que c'est des choses qui sont complexes. Nous, on a toujours dit, depuis qu'on négocie, depuis 43 ans, c'était une des conditions préalables à signer un traité, c'est-à-dire qu'on ne négocie pas sur la base d'extinction, d'abandon des droits, mais plutôt sur la base de reconnaissance de nos droits. Alors, si nous, on y arrive, on a développé une formule juridique, on serait les premiers au Canada
en passant, qui signerait un traité sur la base de reconnaissance des droits et non sur la base de l'extinction. L'autre chose que j'aimerais vous dire, parce que c'est des choses d'actualité, on sait qu'en Colombie-Britannique, toute la question des droits territoriaux est beaucoup plus avancée qu'ici au Québec. En Colombie-Britannique, ils ont développé une politique de reconnaissance des droits, politique que nous, on veut s'inspirer ici au Québec. C'est la seule chose que j'aimerais vous dire parce que juste sur cette question-là, je pourrais faire une présentation. L'autre source de droit, c'est le fait qu'on occupait le territoire avant l'affirmation de la souveraineté. Et tantôt, je vous ai mentionné deux dates importantes, la souveraineté européenne et la souveraineté britannique. Et je vous ai mis des références parce que, comme je l'ai mentionné, c'est beaucoup la Cour suprême du Canada qui est venue définir ces concepts-là que j'essaie de vous vulgariser le plus possible aujourd'hui. Alors, la Cour suprême a reconnu l'existence de droits ancestraux, y compris de titres aborigènes, dans différents arrêts. Donc, ceux qui s'intéressent, on parle de l'arrêt Adams, la trilogie Vanderpeet, Delgamuukw. D'ailleurs, Delgamuukw, pour vous en parler, c'était la première fois, on parle d'un jugement là, qui a été rendu en 1997. C'était la première fois qu'on reconnaissait le principe de continuité, parce que jusqu'à maintenant, les droits qui étaient reconnus ne considéraient que l'occupation contemporaine, ne reconnaissaient pas l'occupation historique. Je vais donner un exemple. Comme nous, quand on a commencé à négocier dans le cadre de la négociation territoriale, il y a eu la grande recherche du CAM qui a été faite, grande recherche qui avait pour but de définir le territoire qui allait faire l'objet de négociations. Et en vertu de cette politique-là, la recherche qui a été effectuée a été pour but d'identifier de mémoire d'homme, ça veut dire actuelle aujourd'hui, quelles étaient les limites du territoire qui était fréquenté par la nation Innu, dont les Pequagami Innu font partie. Alors, ça, c'est un autre aspect que j'aimerais vous mentionner. Vous voyez, là, ceux qui pensent que les droits sont reconnus de facto, ce n'est pas le cas. Je viens de vous donner quelques exemples. Les Premières Nations, je résume, le fardeau de la preuve qu'ils détiennent des droits ancestraux et un titre aborigène, il est entièrement sur le dos des Premières Nations. Ça veut dire que les droits, là, quand nous, on est assis, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est assis à une table de négociation avec le gouvernement, parce que si nos droits seraient reconnus, automatiquement, ils seraient respectés, ils seraient considérés, ils seraient pris en compte, ce qui n'est pas le cas. OK? Parce qu'actuellement, là, on parle, tantôt, je vais vous donner quelques exemples de droits qu'on a sur le territoire, notamment le droit aux ressources. Actuellement, lorsqu'il n'y a pas de traité, tant et aussi longtemps qu'il n'y en a pas de traité, les ressources continuent d'être exploitées sans que les Premières Nations en retirent des bénéfices. Alors, on est dans une dynamique d'inégalité et de fardeau de preuves énormes qui repose sur les Premières Nations pour pouvoir prouver, démontrer qu'ils possèdent des droits ancestraux et le plus important, le plus haut niveau de droit qui est le titre aborigène. Il y a aussi la Constitution du Canada qui reconnaît des droits en vertu de l'article 35, sauf que, comme je vous mentionnais, ce n'est pas des droits qui sont reconnus de facto. Comme là, nous, exemple, si on réussit à convenir d'un traité, bien, le traité, en partie, va recevoir, notamment sur la question des droits territoriaux, une protection constitutionnelle. Fait que quand il y a conciliation des droits de chacun, automatiquement, ces droits-là sont reconnus et enchâssés dans la Constitution du Canada. Ensuite, une autre source de droit, c'est la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. Cependant, ce que j'aimerais vous dire, c'est que même si la Déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies reconnaît des droits, notamment des droits au territoire, les droits à nos coutumes, des droits au niveau de la propriété intellectuelle, le droit à l'autodétermination, reste qu'au niveau international, une déclaration n'a pas force de loi. Ce qui a force de loi au Canada, c'est la Constitution du Canada. Cependant,
ça a un pouvoir d'influence. Puis actuellement, le pouvoir d'influence est suffisamment élevé pour que le Canada ait décidé après la majorité des autres pays, parce qu'en passant, là, pour ceux qui ne le savaient pas, ça a pris 3 ans après que la Déclaration des peuples autochtones des Nations unies, que le Canada y adhère. À l'époque, le Canada avait de fortes réticences à y adhérer parce que, justement, les droits qui étaient reconnus aux peuples autochtones étaient à un niveau beaucoup plus élevé de ce qui est reconnu actuellement au Canada en vertu de la Constitution du Canada. Fait que finalement, en 2010, 3 ans plus tard, le Canada a décidé d'adhérer, mais et d'une certaine façon a émis une condition qui est celle de respecter la Constitution du Canada comme elle est. Constitution du Canada, comme je vous le mentionne, qui ne reconnaît que 2 peuples fondateurs, qui ne reconnaît pas qui place encore les Autochtones dans un statut de mineurs et qui doivent actuellement travailler très fort et mettre beaucoup de moyens pour faire reconnaître, respecter et entendre leurs droits. Le petit aborigène, c'est la Cadillac, comme je vous mentionnais, des droits. C'est le plus fort dans le spectre des droits. Il se traduit par des droits fonciers, l'équivalent d'un droit de propriété sur le territoire et les ressources. Et quand une Première Nation réussit, et d'ailleurs au Canada aujourd'hui, il y a seulement que les Tikotines dans une cause devant la Cour suprême du Canada qui ont réussi à faire reconnaître un titre aborigène. Et ça, c'est en vertu d'un jugement qui a été rendu il y a 3 ou 4 ans, la cause Tikotine. Alors, le titre aborigène, c'est comme l'équivalent d'un droit de propriété, mais pas au sens du Code civil. C'est un droit de propriété qui est lié au fait que les terres, et là, c'est vraiment ce qu'a établi la Cour suprême, OK, puis c'est ce que je vais vous mentionner. Les terres étaient occupées de façon exclusive et de façon continue. Alors, le titre aborigène comprend le droit d'utiliser et d'occuper de façon exclusive les terres. Et dans le cadre du jugement Tikotine, le pourcentage, je vais vous donner des chiffres, là, le pourcentage de l'application du titre aborigène, c'est l'équivalent d'à peu près 5 à 10 du territoire ancestral. Fait que les Premières Nations, à ce jour, qui ont réussi à faire reconnaître un titre aborigène sur l'ensemble de leur territoire, ça n'est pas arrivé encore. Puis je vais donner un exemple. Comme là, nous, notre territoire ancestral, il est de 120 km². Alors, le titre aborigène, si on avait réussi à se le faire reconnaître, il aurait été sur 12 000 km² et non sur 120 000 km². Le titre aborigène comprend aussi le droit de choisir les utilisations qui peuvent être faites de ces terres, mais sous réserve de la restriction ultime que ces usages ne sauraient détruire la capacité de ces terres d'assurer la subsistance des générations futures des peuples autochtones. Je vais vous donner un exemple bien précis pour comprendre ce que ça veut dire. Supposons que nous, notre Première Nation, on revendique un titre aborigène sur le territoire. Bien, c'est peut-être que pour vous autres qui vivez en Outaouais, vous ne connaissez pas le coin, là, mais qui est dans le coin de la Chapmouchouane, OK, qui est plus vers le nord. Supposons que nous, on revendique le titre aborigène pour y construire un centre d'achat, par exemple. OK? Bien, la Cour suprême, ce qu'elle est venue dire, c'est que non. Le titre aborigène, c'est le droit de choisir, mais pour perpétuer et assurer la subsistance des générations futures, c'est-à-dire les seules et uniques raisons pour lesquelles on pourrait demander d'appliquer le titre aborigène sur un territoire, c'est pour pratiquer nos activités traditionnelles telles que la chasse, la pêche, nos coutumes, nos pratiques, nos traditions. Mais vraiment, il faut qu'elles soient en lien direct avec cet aspect-là. On ne pourrait pas, par exemple, construire un casino, un centre d'achat, ou pour vous donner quelques exemples. Et les terres détenues en vertu du titre aborigène ont une composante économique dont les détenteurs peuvent tirer profit. Ça veut dire donc inévitablement, si, mettons, il y a de l'exploitation du territoire, il y a une activité économique, donc nous, on y a droit.
Fait que nécessairement, lorsqu'il y a un titre aborigène, il y a nécessité de convenir de ce qu'on appelle des ententes de répercussions et avantages pour qu'on puisse, nous, en bénéficier de ces retombées-là. Donc, obligatoirement, lorsque tu as le titre aborigène, les promoteurs et le gouvernement n'ont pas le choix de convenir d'ententes de répercussions et avantages, c'est-à-dire des ententes qui visent soit d'avoir accès à des contrats, soit d'avoir accès prioritairement à des emplois, soit d'avoir accès prioritairement à un pourcentage sur les redevances qui sont retirées de l'exploitation de ces ressources-là. Alors, quand on a un titre aborigène, c'est les erreurs obligatoires. Les gouvernements n'ont pas le choix, même ils peuvent, s'ils ne le font pas, ils risquent de se faire poursuivre devant les tribunaux. Maintenant, le droit à l'autodétermination, et là, c'est des définitions qui sont importantes. C'est le droit des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes. Un droit à l'autodétermination, c'est le principe issu du droit international. En passant, en droit canadien, le droit à l'autodétermination n'est pas encore reconnu. Ça, on va se dire les vraies affaires, là. Ça, c'est la partie plate, là. Ceux qui prônent et ceux qui disent que le droit à l'autodétermination est reconnu au Canada, ben, en tout cas, qui viennent me voir puis qui me disent sur quoi qu'ils se basent, parce que nous, en tout cas, la Première Nation des Péquagamie-Inuits, c'est un des objectifs qu'on vise de faire reconnaître notre droit à l'autodétermination. Alors, c'est le droit, en droit international, selon lequel les peuples peuvent disposer d'eux-mêmes et de choisir librement de quelle façon elles veulent exercer et mettre en place leur propre structure politique. En résumé, là. Fait que je vais lire la définition. Là, je voulais vulgariser. C'est le droit de disposer d'eux-mêmes selon le principe international et selon lequel chaque peuple dispose ou devrait disposer du choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique indépendamment de toute influence étrangère. Je vais vous donner l'exemple de notre Première Nation. Nous, actuellement, on est inscrit dans une démarche pour exercer notre droit à l'autodétermination. Sauf que quand je vous disais qu'il n'est pas reconnu au Canada, nous, on est conscient que si on arrive à l'adoption de notre propre constitution, ça pourrait arriver que le Canada et le Québec ne les reconnaissent pas. On va se dire les vraies affaires, c'est plate, là. Mais en même temps, c'est intéressant parce que nous, ce qu'on est en train de faire, on est en train de tracer un chemin qui n'existe pas. Parce que le chemin qui existe actuellement, c'est le chemin qui a été tracé par les gouvernements coloniaux. Mais nous, là, ce qu'on dit, puis je vais donner un exemple, puis je vais expliquer plus précisément sur quoi qu'on se base. Nous, on dit que le droit à l'autodétermination, on n'a pas besoin de se le faire reconnaître dans la mesure où il existait avant même les premiers contacts avec les Européens. Sauf que, comme je vous dis, comme nous, ce droit-là n'est pas reconnu au Canada, ça peut arriver que nous, là, même si on adopte une constitution, les gouvernements nous traînent en cours en disant on ne la reconnaît pas, c'est les lois du Québec et du Canada qui s'appliquent. Sauf que là, nous, on les challenge. Là. On amène le Canada et le Québec dans un challenge qui est différent que celui qui nous est imposé par le système colonial. Le droit à l'autonomie gouvernementale, je trouvais ça important parce que tantôt, là, c'est quand je vous disais que les mots, c'est important qu'on les choisisse parce que droit à l'autodétermination, nous, c'est vers ça qu'on tend et c'est ça qu'on vise et c'est ça qu'on prône. Sauf qu'au Canada, ce qui est reconnu actuellement, c'est le droit à l'autonomie gouvernementale, c'est-à-dire un droit qui s'inscrit dans le cadre du partage des pouvoirs qui sont déjà établis de par la Constitution du Canada. Je m'explique. Comme par exemple, dans la Constitution du Canada, le fédéral, lui, il a des pouvoirs en matière d'immigration, au niveau de l'armée, au niveau de la monnaie. Les provinces, elles, ils ont des pouvoirs au niveau de l'éducation, au niveau du territoire, au niveau des ressources,
Alors, c'est la Constitution du Canada qui établit ce partage des pouvoirs. Fait que nous, ce qui est actuellement au Canada, ce qui est possible, c'est d'exercer et de reconnaître un droit à l'autonomie gouvernementale. Alors, c'est un droit qui existe en vertu de l'article 35 et aussi un droit qui a été reconnu par la loi constitutionnelle de 1982. Parce qu'en passant, avant, le droit à l'autonomie gouvernementale, ce n'était pas reconnu. Il n'y avait seulement que des droits territoriaux. Concrètement, là, je ne sais pas, le temps avance. J'espère que je ne suis pas trop longue. Oui, je vois que ça, le temps avance. Concrètement, ça signifie quoi? Les droits prioritaires de prélèvement faunique. Ça, au niveau du Québec, c'est un enjeu parce que souvent, les Québécois mettent les droits des peuples autochtones au niveau de la chasse et de la pêche au même niveau que leurs droits, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire que nous, on a le droit, s'il reste 300 orignaux, puis qu'on en a besoin de 300, c'est 300 pour les Premières Nations, puis 0 pour les Québécois. C'est ça que ça veut dire, un droit de prioritaire de prélèvement faunique. Ce droit-là existe toujours, ils n'ont jamais été éteints, c'est ce que je mentionnais tantôt. Il y a une définition qui a été établie et la reconnaissance de l'occupation historique a été établie par le jugement d'Elgamouk. Ensuite, d'autres droits qui ont été reconnus, l'obligation de consulter et d'accommoder lorsqu'il y a un projet d'exploitation du territoire et des ressources au Québec et au BC. Quand il y a un projet de développement, les gouvernements n'ont pas le choix, sinon ils risquent d'avoir des poursuites devant les tribunaux. La reconnaissance d'un titre ancestral dans le jugement de Ticotine que je vous ai mentionné tantôt, le droit de se gouverner en vertu de l'article 35 et la Déclaration des droits des peuples autochtones. Maintenant, chez nous, comment on fait pour faire soit reconnaître, affirmer, respecter nos droits? On a un fonds de défense des droits, il faut mettre de l'argent parce que des fois, ça arrive qu'on soit obligé d'aller devant les tribunaux. Comme là, par exemple, Choukran, d'ailleurs, a été impliqué à ce moment-là avec nous dans ce dossier-là. À une époque, il y avait la cause Corneau, qui est la cause, moi, que j'appelle les pseudo-métis. Donc, tu avais des groupes qui n'étaient pas reconnus comme métis, mais qui voulaient se faire reconnaître comme métis. Fait que souvent, des fois, ça représente un danger, puis nous, il faut s'assurer que nos droits soient protégés. Puis des fois, ça arrive qu'on n'ait pas le choix d'aller devant les tribunaux. Fait que la façon de prévenir ça, c'est de créer un fonds de défense, hein, parce que ça coûte cher, là, en passant les avocats. Là, exemple, juste préparer une petite requête, là, on parle facilement de 15 à 20 000 là. Puis pour ceux que ça intéresse, là, vous irez voir là, combien ça représente comme coût, entre autres les ticotines pour faire reconnaître le titre aborigène. On parle de millions de dollars. C'est énorme. On a, nous, la politique d'affirmation culturelle parce que, veut pas, nous, on affirme qu'on a une culture distinctive et on affirme les éléments de cette culture distinctive-là. Donc, c'est une façon, parce que c'est sûr que si on attend que les autres la reconnaissent, nos droits, on risque d'attendre très longtemps. Fait que c'est de par l'affirmation de ces droits-là par nous-mêmes que c'est une façon d'articuler la question de la défense puis du respect de nos droits. La négociation du traité, parce que c'est sûr que si on réussit à obtenir gain de cause, on va recevoir une protection constitutionnelle. C'est quand même un niveau de considération important. Notre propre constitution, les tribunaux, la pose d'affiches sur Nitassinan, là, c'est sûr que vous vivez dans la région de l'Outaouais, mais nous, à un moment donné, ça faisait 40 ans qu'on demandait de la permission pour afficher dans notre territoire ancestral pour dire, bien, vous êtes dans le territoire ancestral des Pequagami Inuits. À un moment donné, on a dit, bon, on n'attend plus d'avoir la permission, on va le mettre. Fait qu'on a mis des pancartes. Fait que si vous venez dans notre coin, vous allez voir des belles affiches qui disent « Bienvenue dans le territoire millénaire des Pequagami Inuits ». Il y a les revendications particulières, c'est-à-dire pour le manquement de notre papa fédéral qui n'a pas fait respecter nos droits. Comme par exemple, je donne un exemple, l'inondation des terres ici, parce que nous, on a des terres de réserve quand il y a le bassin du lac Saint-Jean a été créé. Il y a une partie des terres de réserve qui sont inondées. Fait que donc, ce n'est pas les droits, ce n'est pas la revendication territoriale, le chemin pour faire respecter ou se faire entendre par rapport à cet aspect-là, c'est les revendications particulières. Les revendications particulières, en passant, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de documentation. Nous, en passant, il y a un chercheur, juste pour vous donner une idée, là, ça fait plus de 40 ans qu'il travaille avec nous à temps plein pour documenter tous ces dossiers-là.
Puis des fois, ça arrive qu'on n'y arrive pas. Fait qu'on a quand même une instance pour représenter des dossiers si ça ne fonctionne pas, qui est le tribunal des revendications particulières. Et comme je le mentionnais tantôt, les recherches historiques que nous, on est obligé de faire continuellement pour qu'on puisse être en mesure, si jamais on a besoin de plaider la cause de fond, qui est la cause des droits ancestraux et le titre aborigène, il faut avoir toute la documentation pour le prouver. Stratégie d'occupation et d'utilisation du territoire. Nous, on est rendu à une étape où on ne demande plus la permission, on occupe le territoire. Je prends l'exemple dans la partie de Québec, où est-ce que nous, actuellement, on vise à l'installation de camps, on permet à nos membres de pratiquer la chasse en vertu de nos encadrements. La stratégie d'affirmation de notre culture distinctive, de nos droits ancestraux, y compris le titre aborigène et le droit d'autodétermination. La démarche constitutionnelle que nous, les Péquagamés Inuits, on est en train de faire, c'est dans ce cadre-là. Des partenariats avec le milieu. Je vous dirais, là, tantôt, là, je veux juste que vous pensiez que nous, on n'est pas en guerre contre personne. Au contraire, on considère qu'on doit travailler ensemble. Fait que nos droits, ils passent aussi par des relations avec le milieu parce qu'on ne se cachera pas, on est dans une dynamique de peuple minoritaire, dans une majorité. Fait qu'on doit s'assurer qu'on vit en harmonie avec nos voisins. Fait que donc, c'est une approche qu'on préconise. L'Alliance Internation, ça, c'est une démarche qui est propre à notre Première Nation qu'on a initiée avec d'autres, entre autres nos frères Abénaki, Atikamekw, Malécite et d'autres communautés Innu. C'est vraiment là de sortir des cadres qui sont établis et de revenir à l'idée qui était les relations qu'on avait avant la période de contact. Parce que, veux pas, on avait des alliances avec les différents groupes. Fait que c'est de revenir dans cet esprit-là d'alliance qu'il y avait entre les peuples pour constituer une force politique dans ce pays. Fait que c'est ça la dynamique. Et les objectifs, pour terminer, pour vous laisser l'occasion de poser des questions, la conciliation des droits, une relation de nation à nation, une reconnaissance mutuelle, du respect, une ouverture, un partage, de la collaboration et un partenariat. Alors voilà, ça termine ma présentation. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? La parole est à vous. Un immense merci, Hélène Nishkumatin, à toi pour cette présentation. Je vais terminer l'enregistrement à cette étape-ci.